situation paramédicale, orthoptiste de formation. Et puis on a décidé ensemble, à la naissance de notre troisième, que je pouvais m'occuper des enfants à la maison. Donc c'était une grande joie. Et j'avais toujours dit que je reprendrais mon travail quand le dernier sera à l'école. Et le dernier n'est jamais allé à l'école, vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, donc j'ai jamais repris d'activité professionnelle. Voilà, donc Eric m'a traîné dans le Grand Nord et puis... Mais on est quand même redescendu dans la région lyonnaise, donc c'est déjà... lyonnaise où on se plaît beaucoup. Ouais. Voilà. Nous avons eu d'abord un enfant, 2 enfants, donc je vais jusqu'au nombre de 6 et on se sentait vraiment comblés. 6 enfants, ça nous paraissait merveilleux, surtout qu'on les avait assez rapprochés parce qu'on voulait quand même avoir une grande famille. Ça faisait partie de notre projet de couple, d'avoir une grande famille. Mais on pensait que 6, on était bien. Et puis, il y a eu l'annonce du petit 7e. Pour être honnête, ça n'a pas été l'enthousiasme. Enfin, en ce qui me concerne, parce que c'est le père qui parle. Ça n'a pas été un grand enthousiasme, parce que, je ne vous dis pas, mais à chaque fois, il fallait changer de voiture, Donc, c'est l'homme qui voit les choses très pratico-pratiques. On se dit, oh là là, des choses très futiles. Je suis désolé de vous l'avouer, mais voilà, ça arrive. Voilà. Et puis, ce petit garçon donc, qui s'appelle Pierre est né à Lyon. Et il avait il avait aucune difficulté d'ordre médical, mais par contre, il avait un développement qui était tout à fait particulier. Et ça nous a... dès le départ, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait un peu. En tant que parents et en ayant eu d'autres enfants avant, on se rendait bien compte que tout était difficile. Il avait du mal à téter, il dormait absolument pas. C'était un petit enfant qui ne dormait pas du tout. Et en fait, on a su plus tard, ça faisait partie de sa maladie. Donc voilà, c'était un petit peu compliqué. Ouais. D'autant plus compliqué, c'est que la médecine nous disait non, mais vous inquiétez pas, et notamment à mon épouse, tous les enfants sont différents, donc lui il prend un peu plus de temps, mais c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas, donc très rassurante. Et ça a duré, jusqu'à l'âge de 5 ans, on n'avait toujours pas de diagnostic, alors que là, manifestement, à 5 ans, on commençait à constater un vrai écart, surtout quand il est le 7e dans la fratrie, on peut faire des comparaisons, on a quand même une petite expérience, on peut se dire non, par rapport aux aînés, on voit bien qu'il y a un peu de retard, mais là, c'était franchement très flagrant. Voilà. De toute façon, il n'était pas scolarisable, il n'avait pas du tout atteint un développement suffisant pour être à l'école, donc c'était manifeste qu'il avait quelque chose qui clochait. Donc en fait, pour vous dire, à 5 ans, alors que nous on sentait qu'il avait un véritable retard, un handicap, enfin c'était manifeste, la médecine ne nous suivait pas, en disant c'est peut-être d'ordre, comme c'était notre 7e et qu'on avait eu l'honnêteté, mais peut-être la faiblesse de dire oui, à l'origine on ne pensait pas l'avoir, il n'était pas, je dirais entre guillemets, désiré, il n'était pas attendu plutôt, je devrais dire. Donc c'est vrai que la médecine nous a dit c'est de l'ordre psychologique, vous devriez peut-être vous analyser et autres, mais c'est pas du tout comment dire, il y a aucune inquiétude à avoir. On a quand même fait une démarche auprès du tribunal pour faire reconnaître que cet enfant était, malgré tout, que notre enfant était handicapé. Alors, je vais vous avouer que c'est quand même une démarche assez difficile à vivre, d'aller devant un tribunal pour dire « mon enfant est handicapé ». Pourquoi cette démarche-là? C'est qu'en fait, on voulait lui assurer une protection, parce qu'on se dit, si jamais on vient à disparaître tous les deux, en fait, il est beaucoup plus fragile que ses frères et sœurs, et donc il faut que la loi puisse au moins le protéger. Que la société civile puisse lui mettre une protection. Donc on a fait cette démarche-là. Alors je ne vous dis pas une démarche complètement ubuesque. Le jour du jugement, donc c'était un jugement du style très tribunal soviétique. Vous aviez combien? 10, 15 personnes en face de vous. Une douzaine de personnes. Donc tous alignés en oignon, et on nous appelait, et on arrivait et on exposait notre cas. Il y avait quand même un dossier lourd comme ça, notamment avec les explications médicales, toutes les analyses qui avaient pu être faites.
Et la première chose qu'on nous dit... Alors, pour être clair, on nous a fait attendre quand même dans une salle d'attente, et notre Pierre ne voulait pas attendre dans la salle d'attente. Il a déjà fait 3-4 interruptions dans la salle, donc ils avaient déjà un aperçu du phénomène, mais ça n'a pas suffi. Quand on est arrivé dans la salle, un médecin s'est présenté en étant un médecin spécialiste de ceci, et il nous a dit, écoutez, mon petit Pierre, est-ce que tu veux me suivre? Vous pensez bien que le pauvre Pierre, il n'avait aucune envie de suivre, donc il a fait un bazar. Donc le médecin dit, bon, écoutez, ça va peut-être suffire, on va peut-être en rester là. Ouais. Le jugement a été très rapide, parce que il mettait un tel bazar qu'en fait ils n'avaient qu'une envie, c'est de nous voir disparaître. Et évidemment, le handicap a été reconnu. Mais c'est pour vous dire l'absurdité quand même de la situation, alors que toutes les pièces médicales que l'on a montraient qu'il avait des troubles du comportement très importants. Mais on va venir donc sur la maladie. Donc il avait 6 ans quand on a réussi à déterminer quelle était l'origine de cette difficulté. En fait, il a une maladie génétique qui est rare, qui s'appelle le syndrome d'Angelman. Ce sont des enfants qui ont une grande déficience intellectuelle. Ils ont des troubles du comportement, ils sont très joyeux. Alors c'est une des caractéristiques. Ils sont très très souriants, et le médecin qui a décrit cette maladie les appelait des marionnettes joyeuses, parce qu'ils ont des mouvements très saccadés, parce qu'ils ne sont pas coordonnés, mais par contre toujours joyeux, donc des rires parfois inappropriés, mais voilà. Donc, surtout quand il fait des bêtises, ça le met en joie. C'est inversement proportionnel à ses parents. Et aux autres personnes, mais bon. Voilà, donc il faut le savoir. Et peu de difficultés de l'ordre physique, parce qu'il peut marcher, et donc il a acquis la marche, mais il n'a pas de préhension fine. Et en fait, intellectuellement, on considère qu'il a à peu près, ça ne veut pas dire grand-chose, mais pour vous situer, si vous avez un peu l'habitude des petits-enfants, il a à peu près les compétences d'un enfant de 18 mois. Donc il n'a pas de langage oral, il ne peut pas conceptualiser les choses, donc il comprend des choses très simples, des ordres très simples, mais il ne va pas au-delà, quoi, voilà. Voilà, donc... Ça a été, donc toute son enfance a été... actuellement, c'est un peu différent, parce qu'avec toutes les lois pour l'inclusion, ces enfants sont quand même plus pris en charge plus précocement, et il y a plus de structure, pas de structure, mais de choses qu'on peut leur proposer. Lui, comme il était parti au départ sans diagnostic, on a été un peu aiguillé vers la psychiatrie, donc on lui proposait un peu des activités de jour, mais très peu. Il n'avait pas du tout de prise en charge éducative, et c'est de ça dont il avait besoin, en fait, pour essayer d'apprendre des choses, mais ça, c'était pas possible. Pas d'école, pas de lieu d'accueil, donc ça a été un peu galère pendant des années. Oui, on était vraiment axé sur la psychiatrie. Donc en fait, on a commencé par nous analyser en disant, attendez, ça vient forcément des parents, ça peut être que ça. Donc je vous dis pas, il y a eu des séances assez amusantes, parce que j'ai un peu de, ça paraissait ubuesque. Enfin vraiment, on était dans un autre monde. Même Pierre, les prises en charge, je me souviens toujours d'un médecin psychiatre qui avait sur sa table une boule pour faire presse-papier, une boule de pétanque pour faire presse-papier, vous voyez. Et il voulait s'en faire, il voulait recevoir Pierre tout seul. Donc on a dit, attendez, c'est au risque et péril. Non, et on recevait tout seul. 5 minutes après, on l'a vu avec une bosse comme ça. Il avait reçu la boule dans la figure. Non, je crois qu'il ne l'a jamais revu. Il s'est fait porter pâle. Mais c'est pour vous dire, c'est le déphasage qu'il peut y avoir entre ce qui est, c'est un constat, et les idées préconçues de certains. Quand et le jour où on a eu la chance de rencontrer, d'être mis en relation avec un certain nombre de médecins chercheurs. Et puis aussi la recherche a fait d'énormes progrès. Notamment, il y avait des analyses
chromosomiques qui étaient mis en place, qui n'existaient pas quand il est né et autres, qui ont pu déterminer sa maladie. Et le jour où le médecin chercheur nous a reçus, il faisait une tête d'enterrement en disant « J'ai une triste nouvelle à vous annoncer, voilà, votre enfant est atteint de… » On aurait embrassé parce qu'enfin on avait une réponse, et puis ça change du tout au tout parce qu'à partir de ce moment-là, il a une étiquette, donc on sait qu'il est Angelman, et donc il est dans une catégorie, on sait que ceci, on sait que cela, et ça change de tout. Alors qu'avant, il n'avait pas d'étiquette, donc on ne savait pas si c'était les parents, les ceci, les cela, enfin, il y avait une espèce de flou, et ce flou crée énormément de difficultés, notamment au niveau de la prise en charge, mais également de tout ce qu'on peut faire pour lui. Ouais. Donc ce médecin qui nous a déclaré sa maladie, qui a découvert l'origine de son handicap, il nous a rendu un sacré service, même si pour lui c'était une bien triste nouvelle. Ça, c'était pas notre cas. C'était pas le cas pour nous. Alors actuellement, il est dans une structure pour adultes, donc après pas mal d'années où il n'avait pas du tout d'accueil. Il a eu son premier accueil, il avait 9 ans, donc il avait 2 jours par semaine. Il allait dans la Loire, donc il était interne une nuit par semaine. Ensuite, il a été dans un établissement pour garder des ados, à partir des adolescents jusqu'à l'âge adulte. Et puis l'âge adulte pour les personnes avec un gros handicap, c'est 20 ans. Donc il passe en secteur adulte à 20 ans. Et là, pareil, il n'y avait pas de place dans aucun établissement. Donc il est resté jusqu'à 23-24 ans. Et puis depuis qu'il a 24 ans, donc ça fait à peu près 6 ans, il est dans un établissement pour adultes. Et on a beaucoup de chance parce qu'on habite à Rieux-la-Pape et il est à Dessines, vous voyez. Donc c'est vraiment pas très loin. Ça nous... Voilà, et c'est un établissement qui peut le garder toute l'année, et c'est le contraire, c'est-à-dire que c'est nous qui demandons à le prendre à la maison. Donc il peut rester le week-end, il peut rester les vacances, enfin il n'y a pas de... On a eu la chance d'obtenir un régime où on peut le récupérer toutes les semaines, c'est-à-dire que tous les vendredis soirs on peut le récupérer et on le ramène le lundi matin. Et on souhaite faire ça tant qu'on a bon pied bon oeil, tant qu'on y arrive. Oui. On essaie de faire ça parce que le jour où on ne sera plus là, le malheureux, ça sera un peu plus compliqué. Et vous allez voir, c'est quand même une de nos préoccupations. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'est Pierre ? C'est un grand gaillard, il a bientôt 30 ans, donc c'est un grand costaud, avec une grande déficience intellectuelle, vraiment très, très profonde. Pas de langage oral, mais par contre, il est très communicant. Il sait exactement il sait se faire comprendre, il sait ce qu'il veut, il comprend les phrases simples. Vous lui dites va chercher un verre, ou mets la table, ou mets ceci. Il arrive à comprendre ce genre de... Pas pour autant qu'il le fait. Oui, mais ça, je dirais qu'il a une adolescence qui se prolonge. C'est un grand adolescent. Mais tu comprends. Ouais. Il communique, sa façon à lui de communiquer, c'est soit par il pousse des cris qu'on sait reconnaître à peu près. Alors, je parle des cris simples. Hein. Il fait quelques gestes parce qu'il a spontanément mis en route. On a essayé de l'en apprendre, mais c'était trop compliqué. Donc, il n'a pas appris le langage des signes, par exemple, pour les personnes handicapées. On a essayé aussi de mettre en place des systèmes de communication par image. Donc, c'est quelque chose qu'il peut à peu près comprendre, mais on n'a jamais trouvé de professionnel suffisamment investi pour que ça devienne quelque chose de fiable. Donc c'est vrai qu'il n'a pas de langage, il n'a pas de cahier de communication suffisamment construit pour qu'il puisse s'en servir. Alors il est très drôle parce qu'il est capable de vous montrer un petit bout d'image quelque part pour essayer de parler de quelque chose dont il a envie. Mais comme il a peu de centre d'intérêt, comme on expliquait tout à l'heure, c'est vrai que ça retourne toujours beaucoup même autour des mêmes sujets. Mais voilà. Oui, la nourriture. Il aime énormément manger. Donc, à un moment, il a fallu mettre le frigidaire sous clé. Et toujours, d'ailleurs, oui, effectivement, c'est revenu. Parce qu'il y a eu des débats. Vous avez intérêt, quand vous mangez à côté de lui, à planquer votre assiette, parce que quand il a toujours terminé avant vous, il attaque votre assiette. Donc, vous voyez, c'est un peu compliqué quand même. En société, il n'est pas sortable, comme on dirait. Il a besoin d'aide pour tous les gestes de la vie quotidienne, pour se laver, pour s'habiller, pour tout ça, il a besoin d'aide. Il n'est pas en capacité de le faire tout seul. Alors il peut enfiler un truc, mais voilà, ça ne va pas plus loin.
Qu'est-ce qu'on peut vous dire Ces grands centres d'intérêt, aujourd'hui, c'est devenu les écrans. Alors, ils zappent, ça va parce qu'en fait, ils recherchent essentiellement du religieux. Parfois, il va chercher. C'est un grand supporter du site de familles missionnaires. Il clique en permanence parce qu'il se trouve qu'il a un frère et une sœur dans cette communauté, donc ça lui permet de les voir, mais il zappe tout de suite dès qu'il a trouvé. Mais voilà, il passe ses journées, si on le laissait, il passerait ses journées à aller regarder des offices religieux, mais ça dure quelques secondes. Après, hop, dès qu'il a trouvé, il passe à autre chose. Il a des grands fans, le père Barbarin, c'est son grand fan, au grand dommage. Pardon ? Après Père Bernard. Ouais. Oui, il y en a, mais voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Il est très observateur. Par exemple, vous faites un trajet en voiture, si vous écartez, si vous prenez une autre rue, immédiatement vous l'entendez râler parce qu'il a repéré que vous n'avez pas pris la rue qu'il fallait. Alors parfois il se trompe parce qu'on ne va pas à l'endroit où il pensait aller et autres. Il a aussi une ouïe très fine. Alors que vous n'entendez rien et autres, lui, il a repéré qu'il y a une voiture qui arrive dans la propriété et tout de suite, il se met en alerte et autres. C'est mieux qu'un chien de garde, vous voyez, si je peux dire. Parce que tout de suite, il repère ce genre de choses. En fait, dans la mesure où ils n'ont pas ils peuvent pas élaborer d'idées, ils se repèrent à ce qu'ils voient. Et or parfois c'est juste, parfois ils s'imaginent, si par exemple on va dans la cuisine pour préparer le repas et que c'est 10h du matin, mais il s'imagine que c'est l'heure de manger, lui. Pour lui, la cuisine c'est là où on mange, enfin, ou préparer un repas c'est pour tout de suite. Donc il est très observateur, donc dès qu'il y a la moindre chose de changer, il le remarque, il a une tête chercheuse, là, quand il rentre le vendredi, il regarde dans la maison, savoir ce qui a pu être modifié, si par exemple il y a une paire de chaussures dans l'entrée qui n'est pas habituelle, il se dit tiens, il y a quelqu'un qui est arrivé, enfin, et c'est tout à l'avenant. Et en fait, c'est vrai que le sens de l'observation, c'est quelque chose qui... Le visuel, c'est une façon pour lui de prendre la réalité de ce qui l'entoure. Et donc, quand il est contrarié, notamment si à 10h, il a décidé que c'était l'heure du repas, alors là, je peux vous dire que pendant 2 heures, vous avez le droit à des cris permanents. Et il est... rien ne l'arrête. Hein. Pendant 2 heures, le cri continue. À tel point, pour vous expliquer, on s'est acheté des casques. Parce que ça anti-bruit. Ça a commencé par ma bête et moi, je m'y suis mis aussi parce que finalement, c'est insupportable. Il n'y a rien qui l'arrête. Donc, pendant 2 heures, il va crier jusqu'au moment où on va passer à table. Donc c'est un peu... alors je vous prends cet exemple-là, mais vous êtes dans un magasin, il a décidé que ceci ou que cela, c'est des cris, donc immédiatement vous repliez, vous sortez du magasin en catastrophe avant de vous faire sortir vous-même. Voilà le genre de situation. La fratrie ? Oui. Alors, la fratrie. Donc, comme on vous a dit, c'est le petit 7e. On a donc 7 enfants qui vont de 42 ans, et puis jusqu'à lui, donc bientôt 30 ans. Ils ont effectivement pas tout à fait 13 ans d'écart. Que dire ? La vie avec eux, c'était il a renforcé, je dirais, dans la fratrie, il a renforcé, de par sa différence, il a renforcé la fratrie. Ils étaient très autour de lui, très à son écoute, même s'il a été particulièrement difficile. Il a fallu que chacun de nos frères... Alors, on a l'avantage, c'est un des points qu'on s'était engagé, on a une grande maison, donc ils avaient chacun une chambre, mais il fallait qu'ils s'enferment dans leur chambre, sinon c'était la panique. Les pièces d'eau, il a une caractéristique de sa maladie, c'est très attiré par l'eau. Donc, dans les pièces d'eau, il rentrait, il se mettait dans la baignoire et autres. Tout habillé. Tout habillé. Alors, quand c'est chez nous, ça va, mais il allait chez les voisins, il rentrait chez les voisins et il allait dans la salle de bain. Je vous dis pas, on a de bons rapports avec nos voisins, heureusement, parce que... Ce qu'il aimait beaucoup aussi, c'est allumer dans le jardin les jets d'eau, et on a une voisine qui, justement, l'a trouvé dans son jardin, et elle ne pouvait pas s'approcher de lui parce qu'il avait le jet d'eau et il a fait...
Et, Ça a été tout à l'avenant. et cette voisine, elle est photographe de profession. Et dans son coffre, elle a tout son matériel de photo. Et elle était en train de vider son coffre. Il est arrivé avec le géo, il a aspergé copieusement le matériel photo. Bon, vous voyez, il faut avoir aussi une bonne assurance. Non seulement il faut avoir des bons voisins, mais aussi une bonne assurance. Voilà, ça fait partie de la vie du quotidien. Puis nos enfants, comme beaucoup d'enfants, réclamaient des animaux, donc on a toujours dit que c'était pas jouable. Et on avait fini par céder pour un de nos garçons et on lui avait offert un bocal avec un poisson rouge. Et bien sûr, un jour où il n'avait pas bien fermé sa chambre, Pierre est rentré et il a attrapé le poisson comme ça, alors qu'il est très très malhabile, mais il a réussi à attraper le poisson et il lui a fait le coup du lapin. Donc... Il est très affectueux, on vous l'a dit. Mais voilà. Une affection qui est brutale. Il y a des chats qui traversent le jardin. Là, pareil, il a beau ne pas être habile, il avait réussi à attraper un tout petit chaton qui n'était pas encore assez habile pour se sauver, et il lui écartait les pattes arrière comme ça. Bon, un cheval qui s'est fait aussi arracher une paupière parce que c'était un cheval. En fait, l'été, on partait en camp avec d'autres personnes handicapées dans une ferme. Une ferme école. Donc pendant les vacances, les animaux sont là et le matin, on le trouvait dès que son petit déjeuner était fini, il se sauvait et il allait essuyer le museau des vaches avec sa serviette. Et un jour, il y avait un cheval attaché à un anneau contre un mur un peu rugueux, un mur crépi. Et le cheval, il a fait peur au cheval parce qu'il pousse des cris qui ont effrayé cet animal. Et sans le toucher, le cheval a fait un écart et il s'est arraché un bout de paupière sur le mur crépi. Enfin, pour dire, les animaux, c'est vraiment une source de... il n'a pas peur des animaux. Il n'a absolument pas peur. Et au plus ils sont gros, au plus il est content. Il prend les vaches, vous savez, par le museau, et puis il les amène. On a toujours peur qu'ils se fassent mordre par... parce que, oui, il a les chiens, même chose. Enfin, il n'a aucune... Si, ce qu'il a peur, il a peur des coccinelles, des lapins, des poules. Vous voyez, enfin, les petites... mais par contre, quand c'est des grosses bestioles, il n'y a aucune... c'est ses parents qui ont peur pour lui. Il n'a jamais eu d'accident. Il y a un ange gardien qui est extraordinaire. À mon avis, il en a 2 qui se relaient. Parce que c'est pas possible autrement. 24 heures sur 24. Franchement, c'est vrai. Aujourd'hui... on aurait beaucoup à voir à pas le... Voilà, ce qui nous plaît, enfin, nos enfants on a 4 de nos enfants qui sont mariés et qui ont des conjoints ou qui ont une délicatesse aussi vis-à-vis du handicap, parce que c'est pas évident quand même d'arriver dans une famille où il y a une personne avec un handicap aussi lourd. Et il y a quelque chose qui nous touche beaucoup, c'est que quand leurs propres enfants commencent à parler, les parents souvent maintenant ils utilisent un langage des signes avec les tout petits avant qu'ils connaissent le langage. Je sais pas si vous l'avez déjà vu ça. Souvent on s'est rendu compte que les enfants, quand on signait, ils apprenaient, ils comprenaient le principe de parler, enfin de la communication, et ça les entraînait à parler plus vite. Et donc nos belles-filles ou nos fils, nos gendres et filles, on utilise certains gestes qu'utilise Pierre avec leurs propres enfants, alors que c'est pas les signes classiques, quoi. Donc c'est très joli. Enfin, c'est émouvant pour nous de voir qu'ils vont jusque là dans leur façon d'appréhender, de le présenter à leurs propres enfants, parce que c'est pas évident, un grand-oncle qui crie, qui a un peu la maleste et qui attrape les cheveux et ce genre de choses. Parce qu'il aime bien les faire réagir. Enfin, faire réagir ses frères et sœurs, donc il attrape ses neveux et nièces et hop, et du coup, il attend que les parents réagissent. Ça lui plaît beaucoup. C'est un grand jeu. C'est un grand jeu. Voilà, donc il faut garder des distances. Voilà, en ce qui concerne nos enfants. En ce qui concerne nos parents, ça n'a pas toujours été simple, en fait, parce que les grands-pères, nos pères respectifs, eux, n'étaient pas des modèles de patience. Je ne suis pas non plus, donc je peux les comprendre. Mais, et du coup, c'est vrai que cet enfant qui était un peu insupportable, il faut le dire, les choses telles qu'elles sont, ça les agaçait un petit peu, surtout quand on avait des grandes réunions familiales, donc on était excessivement nombreux. Donc c'est sûr que c'était
le petit canard noir. Donc ça, c'était du côté des grands-parents. Les sœurs ou belles-sœurs, c'est vrai que du fait de son comportement un peu perturbant, ça mettait la zizanie. Je sais pas, il y avait un temps de prière, paf, il débarquait au milieu, c'était la cata. On a des enfants ou des belles-filles, des filles, des sœurs et des frères et sœurs très musiciens dans la famille, et ils montaient des petits groupes et autres. Il arrivait au milieu, il fallait suspendre. Il n'y avait pas d'autre solution. Donc là aussi, on ne s'est pas toujours fait très bien voir. Donc voilà, donc c'est vrai que du côté de nos parents, ou de nos familles proches, souvent on n'a pas eu le soutien. Ou alors, quand ils essayaient, parce que on a certains de nos frères et sœurs ou certains de leurs conjoints ont essayé de nous aider, mais c'était la cata, parce que Pierre ne voulait pas céder, ne voulait pas se laisser accompagner et autres, et ça a été très difficile. Donc ça a créé. Donc du coup, on a décidé que... Ça ne nous a pas été proposé souvent, donc. Ouais, heureusement, parce que c'était quand même très compliqué. Du coup, on avait des amis, par contre. Et on a toujours des amis. Notamment, on faisait, quand on était célibataire, puis jeune marié, on faisait partie du club alpin français, et j'étais particulièrement investi dans le CAF, et du coup, on s'est fait un réseau d'amis qu'on a toujours aujourd'hui, et qui nous ont accompagnés dans l'accueil de notre Pierre. Donc avec eux, c'est vrai qu'on arrivait à trouver un soutien. Depuis maintenant aussi 38 ans, 39 ans, je ne sais plus, on est également membre des équipes Notre-Dame. C'est un des engagements de couple que nous avons, donc depuis 38-39 ans. Et nos équipiers, qui sont un peu une deuxième famille, qui font partie quelque part de notre famille amicale et autres, également nous apportent un soutien lorsque c'est nécessaire. Et on a même eu, quand on cherchait à poser un diagnostic sur les difficultés de croissance de Pierre, on a des amis médecins qui nous ont orientés vers d'autres médecins, qui nous ont aidés justement dans notre parcours de soins, ou de mise en place de soins et de diagnostic, justement nous ont bien aidés. Voilà, ça a été vraiment un soutien. Et puis ces amis-là, je veux dire, même ils ont parfois mis la main à la pâte en les gardant un week-end pour qu'on puisse prendre un week-end en couple, on fêtait un anniversaire de mariage ou autre, ils nous les ont gardés quelquefois. Mais en plus, c'est des personnes avec qui on peut discuter d'une orientation ou autre. Je veux dire, on avait vraiment ce soutien-là qu'on a aussi dans nos familles, parce que même s'ils ne nous ont pas aidés matériellement, on était soutenus quand même. Je veux dire, personne était embêté par le handicap, mais ils n'étaient pas très, très compréhensifs parce qu'ils ne le vivaient pas au quotidien. Mais parmi nos amis, on a vraiment pu, et toujours d'ailleurs, échanger avec eux et se sentir soutenus dans cette... en plus des enfants qui nous ont toujours soutenus, on a été vraiment soutenus par nos amis et qui nous ont vraiment accompagnés dans nos difficultés avec Pierre. Et en complément de nos amis, nous avons aussi un certain nombre de mouvements. On peut en citer au moins deux. À bras ouverts, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. C'est un mouvement de jeunes qui donne du répit aux familles qui ont une personne en situation de handicap en récupérant leur enfant pour un week-end, donc du vendredi soir, du samedi matin au dimanche soir. Donc ils prennent en charge notre enfant, ils lui font faire des activités, ils le font aller à la messe, ils font un certain nombre de choses. Et puis un deuxième mouvement aussi qu'on peut citer, c'est Foi et Lumière. Alors Foi et Lumière, je vais en reparler tout de suite, parce qu'au niveau de notre couple, on a parlé de la fratrie, on a parlé des parents, on a parlé des amis, mais notre couple à nous. Donc on vous a expliqué que Pierre était notre 7e.
Et jusque-là, on avait une famille modèle. On était dans le cadre, tout coché. Tout cochait, tout allait bien, les enfants qui se développaient bien, de bonnes situations professionnelles, enfin bref, tout était au beau fixe tel qu'on peut l'imaginer, tel que on veut nous faire croire que c'est le modèle qu'il faut suivre. Et puis est arrivée notre pierre. Mais là aussi, on a la chance, c'est parce que je pense que c'est une chance, où le handicap est arrivé progressivement. On n'a pas eu l'annonce, contrairement à certains couples, où à la naissance, ou voire même lors de l'attente de leur enfant, ils savent qu'il sera lourdement handicapé. Nous, le Seigneur nous a choyés parce qu'il nous a fait découvrir le handicap progressivement. Donc on avait le temps de se préparer. Mais pour être tout à fait honnête, quand je dis ça, c'est plutôt mon épouse qui s'est préparée. Moi, j'étais pas vraiment prêt. Pour me situer, j'étais plutôt dans la compétition, plutôt dans le sport extrême, plutôt j'étais un montagnard. Et donc, j'avais tendance à oublier que j'avais un enfant qui avait besoin de moi. Et puis, lorsqu'il avait 5 ans, mon épouse a décidé qu'il était important de faire quelque chose autour de lui, en fratrie, en famille. La Providence a fait qu'elle a vu une petite affiche à la sortie d'une messe où il était marqué pèlerinage autour du handicap, mouvement foi et lumière, donc pèlerinage à Lourdes pendant le Triduum pascal. Et elle nous a inscrits. J'ai tout fait pour pas y aller. Vraiment, mais alors, vraiment, je suis désolé de le dire, mais j'ai tout prétexté. Vraiment le lourdingue. Mais vous savez, quand femme veut, Dieu veut. Et donc, là, j'avais plus grand que moi. J'ai été obligé de m'incliner. Ça, c'est fait. Ça s'est fait, mais pour le Triduum pascal, donc le premier jour, le jeudi saint, lors de l'office pour situer, donc ma famille était dans la basilique souterraine, moi je m'étais mis vers les portes en me disant voilà, et puis alors il n'y avait que des personnes handicapées, il y avait 20 000, ça doit être 20 000 la capacité, je pense, de la basilique souterraine, elle était archi pleine, et que des personnes en situation de handicap, vraiment mon cauchemar, c'était pas possible. Donc ça, c'était mon premier jour. Le deuxième jour, le vendredi, jour de confession. Alors il y a déjà le chemin de croix, donc déjà ça allait un peu mieux. Et puis il y a des images qui me sont restées, notamment la prairie où il y avait plein de petits stands avec un prêtre et une personne en fauteuil ou alité et autres qui venaient se confesser. Et j'avoue que ça m'a sidéré de voir ces personnes, parce qu'on ne savait pas très bien qui confessait l'autre. Si c'était la personne qui était allongée, le prêtre, et puis avec les langues, parce que c'était un pèlerinage international, 20 000 personnes, vous imaginez. Donc il y avait des personnes de tout pays, des personnes handicapées de tous les pays, des prêtres de tous les pays. Et vraiment, ça me travaillait. Et puis ensuite vient les processions de la résurrection et autres, mais peut-être même déjà le samedi, lors de certaines processions, où je me suis surpris en train de tenir la main de quelqu'un qui visiblement ne pouvait pas s'exprimer, si ce n'est par le toucher et autres, qui était alité et autres. Donc il y a eu cette progression. Et finalement, j'ai vécu ce que dit Mère Teresa, c'est que quand on voit le handicap, le premier réflexe, c'est la répulsion. C'est de dire, oulala, je m'écarte, je ne le vois pas. La deuxième étape, en côtoyant le handicap, c'est la compassion. Finalement, on est avec la personne, on l'accompagne et autres. Et puis la troisième étape, et moi en l'espace de 3 jours, j'ai eu la chance de vivre ça en 3 jours, en Triduum pascal. La troisième étape, c'est l'émerveillement. Véritablement, et pour vous dire que dans l'état dans lequel j'étais le premier jour et terminé en train de tenir la main de quelqu'un qui ne verbalisait pas, qui était allongé et autres, et la seule communication c'était uniquement le toucher, donc le senti et autres, et il a fallu que effectivement que le Seigneur soit très fort pour me convaincre. Donc voilà, j'en suis encore ému, vous voyez, même après 30 ans pratique, non 25 ans. Donc voilà, et donc du coup, ça m'a permis d'avoir un nouveau regard sur le handicap.
sur la vulnérabilité d'une façon générale, à tel point qu'aujourd'hui je suis retraité, mais de par mon expérience professionnelle, je suis très engagé dans toute la vulnérabilité, que ce soit le handicap. Je suis président de Foi Lumière France, donc au niveau de la France. Je suis président d'un certain nombre je gère un établissement pour personnes vieillissantes, pour personnes âgées, un EHPAD de 126 lits à Nîmes. Je suis à l'Arche, je suis vice-président de l'Arche à Lyon. Je suis au comité national de l'Arche en France, etc., etc. Je vous passe tous les détails, mais pour vous montrer l'engagement, c'est-à-dire que d'un côté, je ne voyais pas, je ne voulais pas voir. Je vivais dans ma bulle où c'était plutôt la compétition, être le meilleur, et de l'autre côté où finalement j'accueille la vulnérabilité dans tout ce qu'elle a de beau. Voilà. Alors, de mon côté, l'acceptation du handicap, ça m'a pas posé de problème du tout, parce que je trouve que c'est quand même dans l'Évangile, on l'entend depuis notre enfance, Jésus il accueille le plus petit, le plus faible, c'est quand même un peu le préféré du Seigneur. On sent bien que et j'avais toujours pensé qu'il n'y avait pas de raison que notre famille soit épargnée par le handicap. En fait, ça m'a pas semblé une injustice qu'il y ait un enfant handicapé dans notre famille. Par contre, ce que j'ai trouvé compliqué, en même temps, ça m'a un peu... Quand on a attendu Pierre, comme vous avez sans doute compris, on n'était pas ravis. Et moi, mon inquiétude, c'était de ne pas avoir assez d'enthousiasme pour élever cet enfant. Parce que je m'étais dit, on a déjà élevé 6, on sait un peu ce que c'est, je ne vais pas être émerveillée comme pour les autres. C'était mon inquiétude. Et en fait, il était tellement différent que c'était tout. Il n'y avait rien d'acquis avec lui. Il fallait tout reprendre à zéro. Donc l'émerveillement, il était différent, mais en même temps, j'ai jamais été saturée ni lassée d'avoir un nouvel enfant à élever. Et puis la chose que j'ai aussi... parfois on entend dire que le handicap c'est quand même une souffrance ou que c'est très difficile de vivre avec. Oui, effectivement, c'est une contrainte supplémentaire, mais je dirais pas que ça nous a mis à mal au sens... oui, bien sûr, notre vie quotidienne, elle est compliquée. Ça demande de faire des concessions, ça a demandé à tout le monde de faire des efforts. Mais en même temps, on était quand même une famille joyeuse. On a, on a développé un sens de l'humour qui est peut-être pas le même que celui des autres, mais ça nous a souvent tiré d'embarras d'être capable de rire sur des choses sur des grosses bêtises ou sur des choses insolites qui sont pas celles de tout le monde. Voilà. Alors, ce qui peut-être actuellement, moi, que je trouve vraiment un peu compliqué, c'est le fait de ne pas pouvoir, faire en sorte que Pierre, avec son handicap, soit partie prenante de la vie, parce qu'on parle beaucoup d'inclusion, c'est devenu un mot un peu à la mode, mais il y a des handicaps qui sont impossibles à inclure, je veux dire, parce que d'abord, on ne sait pas exactement si ça serait bon pour lui ou autre, mais on ne peut pas l'emmener partout, on peut pas... quand il était petit, oui, on l'emmenait le plus souvent possible à des spectacles, à des concerts, dans des rassemblements. Là, on a même été, c'est une grosse souffrance pour nous, on l'a évincé des mariages de ses frères et sœurs, par exemple, ou quand il y a une réunion de famille, on ne peut pas l'emmener, parce que s'il est là, on est obligé de se consacrer à lui 100%, et en plus ça sera pas facile, mais en même temps un jour de mariage on doit être là aussi pour ses frères, celui qui se marie. Donc c'est vrai que on est toujours un peu tiraillé entre le fait de lui offrir, de lui permettre d'être là et en même temps de sauvegarder, de porter toute notre attention à celui qui est à l'honneur un jour de fête. Voilà. Il n'y a que pour les célébrations religieuses où, comme on est déchargé de tout souci matériel, il a pu participer. Voilà. Oui, c'est vrai.
Et puis, lorsque c'est quand même un cercle très rapproché, lorsque c'est ses frères et sœurs, là, il n'y a pas de souci. Évidemment, il n'y a pas de souci. S'il y a du souci, mais enfin, il est présent. Donc, justement, le souci, c'est qu'il est présent. C'est qu'il est présent. Vous voyez, ce week-end, on réunit tous nos enfants à la maison pour une décision et autres. Et du coup, enfants et petits-enfants, donc il va y avoir beaucoup de monde. Et il sera présent. Donc, ça va être... le bazar. Un grand moment. Ça va être le souk et le bazar. Lundi, on sera content de le ramener dans son centre. Voilà. Pas le... On arrête. Oui, on va... Il est où Adrien? Faut qu'on arrête ou pas? On a encore 5 minutes? Oui, Oui. peut-être les fruits. Ce qu'on peut dire, c'est quand même, qu'on le veuille ou non, le handicap, enfin, c'est pas que ça s'est fait malgré nous, hein, on a aucun mérite, mais il nous a fait quand même grandir dans l'accueil et l'amour du prochain, dans l'acceptation de l'imprévu, même si c'est pas toujours facile, hein, vous le devinez, mais néanmoins, ça nous donne cette sensibilité-là. Et quand on est chrétien, il est évident qu'on est unique chacun, on bénéficie d'un amour immense du Père et autres, et dans la mesure du possible, ça paraît la moindre des choses que nous, parents, on puisse partager cet amour dans nos enfants. C'est quand même ce qui nous est demandé. Et puis, même chose, de savoir aussi les pardonner. C'est une belle catéchèse, c'est le handicap. Ça nous apprend la patience, ça nous apprend à pardonner, et comme disait le Christ, c'est 7 fois, 70 fois, c'est-à-dire que Pierre, il faut en permanence lui pardonner parce que les bêtises, il les cumule. Il vient vous réparez aussi, une bêtise, il en fait dans une la à seconde, côté. il vient vous demander pardon. Et alors lui, par contre, il sait, il a un geste pour dire pardon, j'ai fait une grosse bêtise, mais il l'a fait quand même avec un grand rire en plus. Alors ça, alors quand c'est nous, on a l'habitude. Quand c'est des personnes, je me souviens toujours, on visitait une ville en Italie, il y avait une présentation de glace sur une espèce de chariot et autres. Il a renversé la glace, il y en avait de partout. Les gens sur le trottoir, ils n'arrivaient plus à marcher parce que ça glissait partout. Et lui, il riait. Je vous dis pas, à ce moment-là, vous auriez qu'une envie, c'est une petite souris, vous enfermez dans un trou, vous mettez... voilà, ça c'est notre Pierre, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc c'est pour vous dire, 7 fois, 70 fois, c'est quand même compliqué, je vous assure. Mais voilà, ça fait partie de ce qu'on veut vivre, autre. Alors, Pierre, il nous a permis aussi de rencontrer des personnes incroyables, alors que ce soit des soignants, que ce soit même des personnes handicapées. J'ai un très bon souvenir. Il était tout petit, et c'est une jeune fille qui, depuis on est devenus très amis, donc à une rencontre de Foi et Lumière, une petite fillette qui m'apporte un bouquet de pissenlits, en me disant d'une façon pas très claire, parce qu'à l'époque elle parlait pas de façon très, enfin on la comprenait bien, mais elle me dit c'est pour Pierre, c'est pour lui faire boire pour qu'il puisse parler. Et j'ai mis un moment à comprendre, en fait, elle voulait que je fasse une infusion avec les pissenlits, parce qu'elle avait entendu dire que les infusions, ça adoucissait. Et pour elle, le fait, s'il avait pu boire son infusion, il se serait mis à parler, parce que pour elle, il parlait pas, parce qu'il avait mal à la gorge, quoi. Et des choses jolies comme ça. Une fois dans une église où on allait quand Pierre était plus jeune, où il y avait... à Saint-Nizier, à Lyon, il y a des chapelles latérales. Et dans une des chapelles latérales, il laissait toujours une table avec plein de revues dessus. Et bien sûr, les revues, c'est sa grande joie. Donc, il les feuilletait, il les balançait par terre. Et j'avais dû un peu l'houspiller. Et il y a une dame sans-abri qui venait s'abriter dans l'église, justement, qui me dit « Mais madame, vous voyez pas qu'il est handicapé? Arrêtez de le gronder !» Et tout à l'avenant. Une fois, quand Pierre était tout petit, qu'il n'avait pas de prise en charge, on se baladait beaucoup dans Lyon parce qu'il aimait bien prendre le métro, le bus, tout ça. Et on était sur un quai de métro et il y avait une personne non-voyante qui allait se prendre les pieds. Donc je suis allée m'approcher de lui, donc avec Pierre d'une main, et on l'aide à circuler. On le ramène à la surface et il me demande ce que je faisais. Donc je lui explique que j'allais me promener avec ce petit garçon qui était un peu différent. Alors il me dit, mais vous allez prendre le trottoir, là, vous allez traverser, vous allez prendre le trottoir. Il est aveugle, hein, le monsieur. Vous allez prendre le trottoir
parce que le matin, il est au soleil. Et vous verrez, vous y serez très bien. J'ai trouvé ça extraordinaire. Ce monsieur qui n'y voyait pas, qui me donnait des conseils pour que notre petit garçon soit heureux. Enfin, et dans la vie, on en a rencontré plein de choses comme ça, plein de petits exemples de la bonté du Seigneur pour nous. Alors, c'est des toutes petites choses, bien sûr, mais quand on sait les voir, enfin, ou quand on a la chance de ne pas être trop accablé par les difficultés, qu'on peut voir des choses comme ça, il y en a plein. Voilà, donc ça, on a pu rencontrer des personnes qui nous ont aidés, qui nous ont apporté leur soutien. C'est vraiment quelque chose qui nous, moi, qui je trouve assez extraordinaire. Avec nos enfants, on a développé, donc on l'a dit, beaucoup de choses, et on pense que ils ont, que ça soit dans leur vocation religieuse ou que ça soit dans leur choix de métier, ils ont quand même une ouverture sur les autres qui est quand même, on pense, enfin voilà, dans lesquels Pierre n'est pas indifférent. Il a quand même façonné notre famille, qu'on le veuille ou non, et comme je disais, c'est un ferment de notre fratrie. Nous, ça nous a un peu remis des choses à l'échelle aussi. Il n'y a pas que la performance, il n'y a pas que. On était peut-être moins exigeants au point de vue scolaire, par exemple, pour les enfants, en sachant que ce qui était plus important, c'était ce qu'ils étaient, eux, développer leur capacité, développer sans chercher à tout prix la performance. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui nous a aussi, je pense, été apporté grâce au handicap. Oui, on arrête. Donc, peut-être pour conclure, c'est pour vous dire, donc, vous voyez que le handicap, ce n'est pas forcément un long fleuve tranquille, mais c'est quand même un bonheur qu'on peut souhaiter à personne. C'est vraiment, c'est une belle chose à vivre. Et puis, quand on est chrétien, on a une chance, c'est qu'on sait qu'on n'est pas tout seul. Et parfois, vous savez, on n'arrive pas à trouver de solution, on est impuissant et autres. Donc, on se remet entre les mains de notre Père et on lui confie, et il est toujours là. Il répond toujours présent. Alors ça, parfois ça prend du temps, mais voilà. Non, mais c'est un beau, c'est une. Oui, c'est notre vie et on est heureux. Je pense que on serait sûrement très différents si on n'avait pas eu Pierre, mais on regrette pas du tout. Il est partie prenante, voilà. Et c'est pour ça qu'on est effrayé par rapport à ce que voudraient faire les législateurs, ce que voudrait faire notre société quand on veut éliminer la fragilité, la vulnérabilité et éviter c'est une bêtise sans fin. Je veux dire, la grandeur de notre société, c'est justement de savoir accompagner. On grandit. La petitesse, notre petitesse, nos difficultés, nos incompréhensions, c'est avec ça que l'on devient grand, véritablement. Et nous, on peut en témoigner. Ça nous a vraiment fait grandir en amour, en humanité, par rapport à ce que nous pouvions être lorsqu'on était plus jeunes et qu'on n'avait pas cette expérience-là. Donc, je regrette beaucoup que nos législateurs ne voient pas cet aspect-là. Mais bon. Voilà, amen. Eh bien, un grand merci, vraiment. Et on va pouvoir passer à table. Donc on aura le choix de vous recevoir à table aussi. Donc si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à vous mettre à côté. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de couverts à mettre, mais il faut mettre les choses autour de la table. Et puis, avant petit. Merci. Merci encore.